Bienvenue au podcast Ravivez le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, nous allons discuter de la sexualité des adolescents et plus particulièrement, comment les parents peuvent aborder, la sexualité avec leurs jeunes, quelles thématiques qu'on peut aborder, lesquelles on ne peut pas. Est-ce qu'on peut avoir ces discussions-là et quel est l'impact d'en avoir de ces discussions-là et l'impact de ne pas en avoir. Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous contacter à info@lesexologue.ca ou aller voir notre site internet lesexologue.ca. Nous avons aussi un programme pour les couples avec une différence de désir. Ça s'appelle Raviver le désir sexuel pour les gens justement qui ont une difficulté à marier leurs préférences et qui se chicanent beaucoup peut-être par rapport à ça ou qui tentent de retrouver un peu la flamme qu'ils ont perdue au fur et à mesure des années. Et nous avons aussi des articles sur le blog avec toutes sortes d'informations sur plein de sujets. Donc, aujourd'hui, on va discuter de la sexualité des adolescents et comment les parents peuvent aborder le sujet. Donc, avant peut-être de regarder comment on aborde le sujet avec nos adolescents, j'amènerais peut-être la bémol. Si vous avez des enfants qui ne sont pas encore adolescents, c'est le temps de parler de sexualité. Donc, maintenant, on en parle dans les écoles. C'est maintenant intégré dans un des cours au primaire et au secondaire. C'est de la matière obligatoire parce que comme n'importe quelle éducation, l'éducation à la sexualité, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, quand on parle d'éducation à la sexualité, évidemment, on ne parle pas toujours de relations sexuelles. On va parler d'image corporelle, on va parler d'habileté sociale et relationnelle. On va parler justement d'où viennent les bébés, comment on conçoit les bébés. On va parler de protection, de condom, d'ITSS, mais on va aussi parler aux enfants de la conception de l'amour, la différence entre l'amitié et être en amour. On va commencer à parler des différences entre les configurations relationnelles comme la monogamie, la non-monogamie, les différentes orientations sexuelles pour qu'on puisse créer un environnement d'acceptation face à la diversité sexuelle. Donc, c'est principalement qu'est-ce qu'on vise et aussi ce qu'on veut travailler dans ces cours d'éducation sexuelle-là, c'est l'aisance d'aborder les sujets de sexualité, c'est d'enlever les tabous qu'on a instaurés depuis très longtemps et qu'ils viennent principalement de nos valeurs judéo-chrétiennes, du moins ici au Québec. Et malgré que peut-être c'est moins prévalent dans notre société, le malaise qu'on a suscité avec ce moratoire-là de ne pas parler de sexualité traîne encore après toutes ces années. Donc, on est en train de se défaire tranquillement. Puis malgré qu'on en parle de plus en plus de la sexualité, on a encore un malaise à en parler à nos enfants, à nos adolescents. On veut leur donner de l'information, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas donner. Et le plus rapidement qu'on en parle, le plus aisés vos enfants deviennent à l'égard d'avoir ces discussions-là. Donc, si vous êtes sur le bord d'avoir des ados ou vous avez commencé à avoir des enfants, commencez à leur parler justement des parties du corps. Utilisez par exemple les vrais mots pénis, vagin, vulve, sein. Utilisez pas des mots comme embolo, zizi, ton petit trésor, des choses comme ça. On commence à associer des parties du corps qui n'ont pas les vrais noms. Donc, on ne fait pas ça avec les autres parties du corps. On ne devrait pas plus le faire avec les organes génitaux non plus. Commencez justement à parler de d'où viennent les enfants. Les enfants sont naturellement curieux, ils ont ces questions, puis on n'a pas toujours besoin d'attendre qu'ils nous posent les questions, on peut le faire nous-mêmes. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que nos enfants vont commencer à mind mapper que c'est un sujet qu'on ne parle pas à la maison. Et ça crée un malaise. Puis ils vont découvrir le malaise en étant à l'école avec leurs amis, quand les professeurs, les enseignants et enseignantes vont commencer à en parler. Ils vont voir qu'il y a un malaise entourant le sujet et ils vont mind mapper, intégrer ce malaise-là émotionnel qui vient avec parler de la sexualité. Donc, si vous, en tant que parent, vous êtes capable d'être une force contre ce malaise-là, en parlant de façon adéquate, avec connaissance et aussi avec une certaine aisance, bien, vous allez commencer à apprendre à vos enfants à normaliser des discussions sur la sexualité. Parler de sexualité ne veut pas nécessairement dire parler de sa sexualité. Ça ne veut pas nécessairement dire parler de nos pratiques personnelles, de nos préférences, mais de parler de concepts de la sexualité.
Donc, on va parler des réactions physiologiques qu'on peut avoir. Les garçons, souvent, à un très jeune âge, même quand ils sont bébés, commencent à avoir des érections, se jouent après le pénis, vont peut-être le découvrir plus tard avec l'âge. Les filles vont aussi, comme les garçons, se masturber en se collant en fait sur des coussins, des toutous, vont se frotter sur les matelas, ils vont peut-être mettre leurs organes génitaux en dessous d'un jet d'eau et ces sensations-là, ils commencent à les découvrir. C'est une première exploration de la masturbation. Elle n'est pas aussi complexe que celle qu'on va avoir chez les adolescents avec peut-être des fantasmes sexuels, s'imaginer embrasser, être nu avec une autre personne, avoir une relation sexuelle, mais ils font des massages érotiques si vous voulez. Éventuellement, ça se transforme peut-être en masturbation plus typique qu'on va avoir. Et donc, de normaliser ça, même à un jeune âge, ça fait en sorte qu'à l'adolescence, il y a une aisance à parler en fait de ça. De dire, par exemple, c'est quoi la fonction des parties du corps. Comme par exemple, le clitoris, ça sert à avoir du plaisir. C'est correct de le nommer à un jeune enfant. Pour eux, ils savent que les doigts servent à quelque chose, ils savent à quoi serve la langue, ils savent que le pénis, ça sert à faire pipi, que l'anus, les fesses, ça sert à aller pour les selles, etc. Et donc, on peut aussi normalement parler que le corps nous amène du plaisir et que c'est normal, qu'il ne faut pas se sentir coupable. Mais il faut leur apprendre effectivement que c'est quelque chose qu'on fait dans un endroit privé, seul, pour son propre plaisir et on ne fait pas ça avec quelqu'un de plus vieux que nous et qu'il faut le faire dans le confort puis il faut apprécier ce moment-là pour soi-même mais on ne fait pas ça dans le salon quand grand-maman puis mon oncle puis ma tante puis nos cousins cousines sont là pendant qu'on écoute un film en famille. Mais ça, c'est des concepts, effectivement, qu'on peut leur apprendre. Il ne faut pas nécessairement toujours attendre que ces choses-là peut-être se présentent naturellement. On peut aborder des cas qu'on a peut-être vus, des situations entre les amis. Parfois, les amis vont peut-être explorer la nudité, vont se déshabiller devant l'autre, etc. Donc, il faut normaliser cette curiosité-là, nommer aussi l'importance du consentement. Et donc, quand on arrive à l'adolescence, il y a déjà une aisance, en fait, qui est installée. Et vos enfants, vous n'êtes souvent pas la première source d'éducation à la sexualité qu'ils veulent avoir. Souvent, à l'adolescence, ils ont comme mis une étiquette que c'était vraiment dégueulasse, en fait, la sexualité de leurs parents, de leurs grands-parents. Et donc, vont peut-être aller chercher de l'information à travers l'Internet. Donc, pas nécessairement la pornographie, mais l'Internet. Vont taper des choses sur Google pour aller chercher de l'information. Et les parents ne seront pas nécessairement une source. Mais si vous avez été un parent qui a parlé régulièrement de ça et qu'ils ont eu de l'information adéquate, qui ont senti une aisance d'aborder le sujet, bien, l'enfant va intégrer que, OK, ça, c'est une source non seulement qui est fiable, mais avec laquelle je peux parler de vraies affaires, que je n'ai pas besoin d'être gêné, que peut-être mon parent n'aura pas la réponse, mais va peut-être aller la chercher puis me revenir avec une réponse par la suite. Donc, il y a aussi cette importance-là de s'éduquer, en fait, par rapport à la sexualité. Lisez des livres sur la sexualité, lisez des livres sur la sexualité des ados, lisez des livres pour les ados aussi. Ça va vous permettre peut-être même de réaliser certaines affaires que des messages que vous avez intégrés et que vous êtes en train de divulguer ou prodiguer en fait à vos enfants qui ne sont pas nécessairement des messages qu'on veut leur donner. Donc souvent, les ados sont intéressés à parler d'amour, de séduction. C'est souvent quelque chose qui manque, je vous dirais, dans notre culture aujourd'hui. C'est on n'apprend plus en fait à nos ados vraiment à séduire. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Dans d'autres cultures, puis notre culture avant, on apprenait un peu aux ados comment séduire. Il y avait le grand frère, la grande sœur, peut-être que le père ou la mère avait des genres de rituels en ce sens-là, de courtisage, mais on en fait moins maintenant dans notre société, du moins ici québécoise. Et donc, ça peut être important des fois d'aborder ce sujet-là quand on voit que notre enfant a peut-être un intérêt, de tout simplement leur demander comment tu penses approcher ton crush, etc. As-tu un intérêt? Surtout ne pas assumer aussi que votre enfant va être hétérosexuel. Moi, avec mon enfant, par exemple, je parle toujours de blonde ou de chum futur qu'il pourrait potentiellement avoir. Je ne parle jamais seulement de façon hétérosexuelle. Donc, de considérer que votre enfant, en fait, ne sera pas nécessairement dans la majorité des gens qui sont hétérosexuels, mais vont peut-être effectivement avoir une orientation homosexuelle. Donc, déjà, d'inclure ça de façon inclusive dans le discours que vous allez avoir démontre en fait que si jamais ils ont besoin de faire un dévoilement, ou qui veulent s'afficher en fait en tant que personne homosexuelle, veulent se dévoiler par rapport à ça, bien, ils sentent en fait qu'il y a déjà une ouverture. Parce que des fois, on n'est peut-être pas homophobe, mais le fait qu'on a toujours dit ah, tu sais, quand tu vas avoir une petite blonde, quand tu vas avoir un petit chum, et que tu parles à des femmes ou à des garçons, mais tu ne mentionnes jamais des relations homosexuelles, ça crée un malaise. Même si parfois les enfants savent que vous n'avez jamais fait de commentaires, vous êtes très acceptant de ça,
ça laisse quand même un malaise que vous sous-entendez que vous préférez finalement que vos enfants soient d'orientation hétérosexuelle parce que vous ne faites jamais allusion à la potentialité d'être homosexuel. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on veut aborder de façon ouverte dès un jeune âge. Et puis, justement, on veut leur parler beaucoup de qu'est-ce qui est important pour eux, c'est quoi leurs valeurs, de questionner parfois certains comportements que peut-être leurs amis ont avec leur chum et leur blonde. Donc, vous voulez vous assurer, par exemple, qu'ils comprennent c'est quoi une relation saine. Par contre, parler de jalousie, de possessivité. Donc, si vous voyez, par exemple, qu'un de leurs amis est en relation, puis il y a des enjeux de jalousie ou de possessivité, mais c'est une façon, en fait, de juste demander « Ah, qu'est-ce que tu penses de ça? » Tu sais, Julie qui réagit fort par rapport à Luc, qui a des amies féminines. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu ferais dans ta relation? Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis des fois, les ados vont faire comme « Ah, pourquoi tu me demandes ça, maman? Pourquoi tu me demandes ça, père? » Mais juste le fait que vous l'avez posé, ça l'ouvre une porte. C'est ça, en fait, qu'on veut créer avec des ados. C'est qu'on ne veut pas s'imposer, en fait, dans les discussions, mais on veut juste donner, en fait, cette impression-là que, hey, si jamais tu as besoin d'avoir une conversation, je suis là. Puis, je suis à l'aise aussi d'en parler. Puis ça, c'est la chose principale qu'il faut développer quand on parle de sexualité, c'est cette aisance-là. Parce que dès un jeune âge, on est capable de mind mapper. Ce qui veut dire que je suis capable de percevoir les émotions de quelqu'un d'autre. Ce qui est en quelque sorte l'empathie. L'empathie, c'est mon radar qui me permet de voir cette personne-là est triste, cette personne-là est stressée, cette personne-là est en colère, cette personne-là est contente, cette personne-là est anxieuse. Par le langage corporel, par les choses qu'ils vont dire, le ton de la voix qu'ils vont avoir. Et donc, les enfants, les ados, vont percevoir votre malaise à l'égard de la sexualité. Et donc, s'ils sentent que leurs parents, oui, veulent parler de sexualité, mais ils vont comme à demi-mot, ils tournent alentour du pot, ils n'utilisent pas vraiment les mots clairs, ils sont toujours un peu comme évitants par rapport au sujet, renvoient certains sujets à leur père ou envoient certains sujets à leur mère. Donc, certaines personnes ont tendance à faire ça. La mère va renvoyer les sujets de la sexualité au père pour leur fils et les pères vont envoyer les sujets de la sexualité à leur mère, par exemple. Donc, ça, c'est typique que de ce qu'on va voir, qu'on a l'impression que la mère doit s'occuper de l'éducation sexuelle des filles et le père doit s'occuper de l'éducation sexuelle des garçons, malgré que ça peut être très pertinent justement qu'il y ait un mélange entre les deux puis que ça ne soit pas juste une personne qui fait l'éducation d'une personne. Évidemment, dans des couples homosexuels, on se retrouve moins avec cette problématique-là parce que souvent, il n'y a pas maman et papa, il y a juste maman 1 et 2, et papa 1 et 2 aussi. Et donc, souvent, il y a peut-être un parent qui va le plus le prendre, qui est peut-être plus aisé, mais c'est le fun d'avoir cette impression-là, effectivement, que les deux parents, s'il y en a deux, sont ouverts, en fait, à parler de sexualité, que l'autre parent soit peut-être là aussi quand on aborde le sujet, participe à la discussion, même s'il y a un certain malaise qui est là. Il faut être capable, justement, de surmonter ce malaise-là si on ne veut pas le transmettre. Parce que si on transmet ce malaise-là, là où ce que ça va avoir des répercussions, c'est que quand eux vont être en couple avec leur amoureux, leur amoureuse, ils vont avoir de la difficulté à parler de sexualité parce qu'ils vont avoir intégré qu'à la maison, dans la famille, c'est malaisant de parler de sexualité. Et donc, même avec mon chum ou ma blonde avec qui j'ai des rapports sexuels, je vais me sentir mal à l'aise d'en parler. Et donc, c'est là que les gens ont le plus grand influence à l'égard de, ou l'impact sur notre sexualité, c'est le malaise ou l'aisance qu'on a dans l'éducation à la sexualité. C'est ça qui est principalement transmis à nos enfants. Donc oui, avoir de la bonne information sur l'accouchement, la protection, c'est quoi la jalousie? Est-ce que c'est un signe d'amour ou pas un signe d'amour? C'est un manque d'amour pour soi? C'est quoi la possessivité? C'est quoi des comportements de violence? Comment est-ce qu'on fait pour avoir du plaisir? C'est quoi la masturbation? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on doit se sentir coupable? Les différentes pratiques sexuelles, la diversité sexuelle de genre et d'orientation sexuelle, la diversité des relations monogames, non monogames. Si je ressens toujours un malaise de mes parents à l'égard de ces sujets-là, eh bien, moi aussi, je vais commencer à l'intégrer, en fait, ce malaise-là. Et c'est principalement ce qu'on ne veut pas transmettre, en fait. Fait que, oui, l'information est pertinente, mais si je donne de l'information pertinente et adéquate, mais que tout le long, on sent mon malaise en lien avec ça, eh bien, l'enfant va l'intégrer, puis oui, il va peut-être avoir la bonne information, mais il va avoir de la misère par la suite à se dévoiler.
Chose qui peut être intéressante à se questionner comme parent, c'est quoi, moi, l'éducation sexuelle que j'ai reçue? Dans quel contexte elle a été donnée? Et souvent, les gens disent, ah, moi, j'en ai pas eu de sexualité. On a eu ça en secondaire 3. On a parlé de de condom sur un pénis en bois, puis c'est à peu près tout ce qu'on a eu. On a parlé de vitesse, la grossesse, puis comment se protéger, etc., la contraception. Mais en fait, le silence dans la famille, c'est une forme d'éducation. C'est un message qu'on m'envoie qu'il ne faut pas parler de sexualité. C'est malaisant de parler de sexualité. Ou si je parle toujours de sexualité avec des blagues cochonnes, un peu déplacées, crues, bien, je comprends que la sexualité se parle dans ce contexte-là, mais ne peut pas nécessairement se parler sérieusement. Et donc, je vais peut-être être un partenaire qui va toujours faire des blagues sur la sexualité, qui va peut-être démontrer en apparence une certaine aisance à l'égard de la sexualité, mais quand arrive le temps d'en parler sérieusement, je suis mal à l'aise puis je fais toujours des blagues. Et donc, ça démontre justement que j'ai appris que la sexualité se faisait seulement dans un contexte humoristique et que ça ne pouvait jamais être sérieux, profond et dans la vulnérabilité. Et donc, c'est ça qu'on veut montrer en fait à nos enfants. Est-ce qu'on peut parfois parler de nos propres expériences sexuelles? À quel âge est-ce qu'on peut commencer à parler de ça? Ça revient un peu à un certain choix personnel, mais il faut considérer effectivement que trop parler de nos expériences personnelles peut être dérangeant parce que quand on parle de notre sexualité, on a nécessairement des images qu'on a quand on entend ces messages-là. Des fois, les enfants vont peut-être être curieux par rapport à vos expériences, vos propres premières expériences d'embrassage, de séduction, de date, peut-être même de relations sexuelles. Est-ce que ça l'a fait mal, etc. Est-ce que ça a été plaisant, le fait de venir trop vite, d'avoir peur de perdre l'érection. Donc, ils vont peut-être avoir un certain intérêt, mais il ne faut pas non plus juste se dévoiler sur sa sexualité pour se dévoiler parce que ça peut créer un certain malaise et si vous ne le percevez pas, va peut-être avoir des impacts plus négatifs. Là. Donc, parfois, j'ai des clients qui vont me dire, tu sais, moi, mes parents, ils ont oversharé, ils ont trop parlé de leur sexualité, c'était pas agréable, c'était envahissant et donc, ça n'a pas eu l'effet bénéfique de créer quelqu'un qui est à l'aise de parler de sexualité parce qu'ils sont comme trop rentrés finalement dans l'intimité de leurs parents. Donc, c'est normal ou adéquat, en fait, de venir normaliser qu'en tant que parent, ben oui, on en a des relations sexuelles. Ça l'arrive parfois. On le fait quand vous n'êtes pas là ou quand vous dormez, etc. Maman puis papa ou papa, maman, maman font l'amour, se donnent de l'affection. On a des relations sexuelles. Ça se fait dans le plaisir et une satisfaction et démontrer effectivement que dans une relation à long terme, ben c'est pertinent, c'est intéressant de maintenir en fait cette sexualité-là. Plutôt que de vouloir tout le temps cacher, faire semblant qu'on ne fait pas ça, donner l'impression qu'on est des gens asexuels, ce que ça l'envoie comme message pour l'enfant plus tard, c'est OK, bien, la sexualité, elle finit par mourir. Puis ça se peut que ce soit effectivement votre cas, que vous avez moins de sexualité. Puis ça aussi, ça peut créer un certain malaise quand peut-être notre sexualité à nous est un peu boboche, est insatisfaisante, puis on parle de sexualité, puis on parle d'amour, puis on parle d'engagement, puis on parle de plaisir, puis de satisfaction à nos enfants, quand nous, peut-être dans notre propre couple, ça tire de l'aile un peu. C'est sûr que ça peut être confrontant aussi en tant que parent d'aborder un sujet dans lequel nous-mêmes, on n'est peut-être pas nécessairement satisfait. C'est important aussi de s'informer et de prendre un recul avant de parler de certains sujets, qu'on ne transmet pas en fait des mauvais messages ou qu'on inculque justement des valeurs, des comportements qui sont peut-être inadéquats, comme par exemple normaliser la jalousie. Oui, c'est normal de se sentir jaloux, mais comment est-ce que j'exprime la jalousie? Comment je contrôle ou pas en fait mon partenaire par rapport à la jalousie? C'est quelque chose qu'il faut faire attention. Donc, de se questionner par rapport à c'est quoi l'éducation sexuelle que j'ai reçue. Est-ce que c'est une éducation sexuelle qui était faite dans le plaisir, c'était dans le tabou, c'était juste dans l'humour? Et là, moi, comment est-ce que je veux éduquer mes enfants par rapport à ça? Est-ce que je veux peut-être transmettre quelque chose de différent que ce que moi, j'ai reçu? Et aussi se questionner par rapport à vos propres limites, parce que la nouvelle génération, ils ont des nouvelles valeurs, ils ont des nouvelles connaissances, ils ont des nouvelles perspectives de vie. Et donc, vous allez peut-être vous buter aussi à la nouvelle génération, ce n'est pas la nôtre, elle évolue. Puis il y a peut-être des standards qui ont changé, comme par exemple la génération de mes grands-parents, par exemple, c'était une génération plus homophobe, transphobe et beaucoup axée sur la monogamie. Maintenant, aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert par rapport aux personnes trans, à l'homosexualité, à la diversité sexuelle, aux différentes pratiques sexuelles, aux différentes configurations relationnelles comme monogame et non monogame, malgré qu'il y a encore du travail à faire par rapport à ça. Fait que vous allez voir que peut-être qu'il y a des choses qui vont vous heurter
par rapport à certaines choses, la diversité sexuelle dans son ensemble, que vous n'allez pas comprendre, puis c'est peut-être même vos enfants qui vont vous enseigner certaines choses. Fait que c'est aussi, en fait, d'ouvrir votre vos propres perspectives à la nouvelle génération, qui sont mes enfants. Qu'est-ce qu'eux pensent aussi de la sexualité puis des relations amoureuses? Puis c'est quoi leurs attentes aussi à eux? Donc, je vous laisse sur cette réflexion-là de comment vous voulez justement éduquer les enfants, mais principalement informez-vous et travaillez votre propre malaise que vous pouvez potentiellement avoir à l'égard de la sexualité. Donc, ce fut notre chronique pour cette semaine. Comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre à info@lesexologue.ca pour vos commentaires, vos questions ou les propositions de thématiques que vous aimeriez qu'on aborde. Et vous pouvez visiter notre site internet lesexologue.ca et consulter un de nos professionnels pour un one-on-one ou en couple ou en troupe. Et vous pouvez aussi aller voir toutes nos ressources qu'on a sur le site internet. Et on se voit une prochaine fois.